Monsieur le Président, il reste quelques questions sans réponse concernant cet accord. Par exemple, dans le cadre de cet accord, les troupes rwandaises se retireront-elles de certaines parties de la République démocratique du Congo? Et aussi, le groupe rebelle M23 sera-t-il autorisé à rester dans certaines parties de l'Est de la RDC? Avez-vous des réponses à ces questions? Permettez-moi de vous poser 7. Vous voulez répondre à cette question? Cela semble être une question intéressante pour vous. Allez-y. Merci beaucoup. Dans l'accord que nous avons signé, nous avons adopté le concept d'opération pour la neutralisation des FDLR, qui est un mouvement génocidaire vicieux, et la levée des mesures défensives. Cela a été signé l'année dernière, en novembre. Donc, nous mettrons en œuvre ce concept d'opération pour neutraliser ce mouvement qui déstabilise le Rwanda depuis de nombreuses années et pour lever nos mesures défensives. En ce qui concerne le M23, dans l'accord, nous avons également décidé de nous appuyer sur les pourparlers de DHA, car il y a actuellement des discussions entre l'AFCM 23 et le gouvernement de la RDC pour conclure un accord de paix qui complétera l'accord de paix de Washington. Donc, les deux aspects sont pris en charge. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis vont-ils faire respecter cet accord ou jouer un rôle? Nous travaillerons avec eux pour qu'il soit appliqué. Ils peuvent faire respecter leur propre accord, mais nous exercerons une forte pression pour nous assurer qu'il soit respecté. Les deux personnes dans cette salle sont très compétentes et elles y arriveront. Je pense qu'elles y arriveront. Elles aiment leur pays. C'est une chose que j'ai apprise très vite et elles veulent que cela se fasse. Elles savent que cela doit se faire, sinon de mauvaises choses arriveront. Mais je pense que nous sommes bien au-delà de cela. D'autres présidents auraient dû faire ce que je fais maintenant. Ils ne l'ont jamais fait. Je ne pense pas qu'ils aient jamais essayé. Je ne pense pas qu'ils n'auraient pas pu le faire. Je ne pense pas qu'ils aient essayé. Et s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas réussi. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire ce qui pourrait se passer si l'une des parties viole cet accord de paix? Car nous ne voulons pas que la guerre revienne en RDC. Je préférerais ne pas le dire. Je dirais simplement qu'il y a de lourdes sanctions en cas de violation. Et je ne pense pas qu'ils le feront. Je pense qu'ils sont sincères, mais nous avons des sanctions très sévères, financières et autres. Merci beaucoup. J'aimerais demander à Caroline, qui est devenue très célèbre, une grande star, et qui a une collègue, une amie qu'elle respecte beaucoup, originaire de la région, et qui sait exactement ce qui s'y passe. Caroline, pourrais-je vous demander de dire quelques mots? Oui, monsieur. Nous avons ici Ariana, qui vient du continent africain. Elle est journaliste ici, aux États-Unis depuis de nombreuses années, et elle a une histoire à partager avec la presse, les médias et ces deux fantastiques leaders qui vous ont rejoints aujourd'hui. Ariana, s'il vous plaît, pourquoi ne venez-vous pas ici pour parler afin qu'ils puissent vous voir? Bien sûr, ce serait formidable. Merci beaucoup. C'est un grand honneur. Merci, Monsieur le Président. Comme Caroline l'a mentionné, Monsieur le Président, je tiens d'abord à vous dire que je suis la seule journaliste africaine accréditée ici, à la Maison-Blanche, pour couvrir tout le continent. Je suis arrivé hier de la République démocratique du Congo. Je suis allé voir, de mes propres yeux, ce que ressentent les gens et le message du président Félix Tshisekedi concernant cet accord de paix à venir. Laissez-moi vous dire de première main ce que j'ai vu. J'ai parlé avec les gens dans la rue, avec les jeunes, ils connaissent votre nom. Ils savent qu'un président nommé Trump travaille dur pour enfin apporter la paix au pays. J'ai vu de l'espoir. Ils ont maintenant de l'espoir pour un avenir meilleur au Congo. Ils voient ce que vous faites comme un avenir meilleur pour le Congo. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec le président Félix pour une interview, car je voulais comprendre son esprit, ses pensées, ses sentiments sur tout ce que votre administration fait. Il m'a dit de première main
que pendant de nombreuses années, de nombreux présidents américains ont ignoré ce conflit. Ils n'ont rien fait. Moi-même, j'ai couvert l'administration du président Biden. J'ai insisté à plusieurs reprises sur ce conflit. Des gens meurent au Congo. Ce pays a un énorme potentiel, mais il a besoin d'aide, car cette guerre détruit le pays. Ils ne m'ont jamais donné de réponse. Il m'a dit, le président Tshisekedi, qu'il est très reconnaissant pour ce que vous faites, pour ce que votre administration fait. Pas seulement lui. Tout le peuple congolais voit qu'enfin, ils auront de l'espoir. Et le président Tshisekedi a également mentionné, à la fin de mon interview, que lorsque la paix arrivera enfin en République démocratique du Congo, il envisage de vous nommer pour le prix Nobel de la paix, car il a dit que vous le méritez. Vous avez travaillé pour apporter la paix dans le monde, pas seulement au Congo, et il est très optimiste à l'idée de vous rencontrer à l'avenir. C'est très gentil et très bien dit. Caroline a dit, et je ne devrais pas le dire parce que c'est politiquement incorrect, elle a dit que vous êtes belle, et vous l'êtes. Je ne suis pas censé dire cela. Vous savez, cela pourrait mettre fin à ma carrière politique, mais je le dis quand même. Mais vous êtes belle, et vous l'êtes à l'intérieur. J'aimerais avoir plus de journalistes comme vous. Vous couvrez l'Afrique depuis longtemps. Oui, depuis plus de 10 ans. J'ai couvert même votre première administration. Oui, je sais, c'est formidable. Eh bien, merci. C'est très gentil de votre part. J'ai une autre question, Monsieur le Président. Puisque nous savons qu'en juillet ou à l'avenir, les présidents du Rwanda et du Congo viendront aux États-Unis. En Afrique, le président João Lourenço, le président de l'Angola, est également le leader de l'Union africaine. Il a travaillé très dur pour apporter la paix. Mais malheureusement, faisons-le venir ici. Oui, c'est... D'accord. Voulez-vous l'inviter pour moi? Bien sûr. D'accord. Nous l'inviterons. Je sais qu'il travaille très dur et qu'il est à la tête de l'Union africaine, pas le genre d'union que nous avons ici, mais une union à travers toute l'Afrique. J'aimerais l'avoir ici. Alors, vous lui ferez savoir. Monsieur le Président, merci beaucoup. Maintenant, retournez à votre place. C'est formidable. C'était un excellent travail, une vraie connaissance et un vrai cœur. Félicitations. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer un triomphe glorieux. C'est ce que c'est, pour la cause de la paix. Cela faisait longtemps qu'on attendait la signature d'un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Ce conflit dure depuis de nombreuses années, on dit 30 ans, dans la région des Grands Lacs en Afrique, et peut-être même avant cela. La région des Grands Lacs doit être magnifique, n'est-ce pas? Magnifique! Une belle région, mais ils ont eu beaucoup de guerres, beaucoup de combats, beaucoup de morts. Cela a déplacé d'innombrables personnes et coûté la vie à des milliers et des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, la violence et la destruction prennent fin, et toute la région entame un nouveau chapitre d'espoir, d'opportunité, d'harmonie, de prospérité et de paix. Cela faisait longtemps qu'on attendait. J'ai dit, depuis combien de temps dure la guerre? Un ami très impliqué a dit 30 ans, et au moins 6 millions de personnes ont été tuées pendant cette période. C'est incroyable. Quelqu'un a dit que c'était la plus grande guerre sur la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une honte, mais nous allons y mettre fin. Je veux exprimer ma gratitude et mes félicitations aux représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord crucial il y a peu de temps. Ils viennent de signer devant nous. Permettez-moi également de remercier le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a travaillé très dur sur ce sujet. Et nous avons travaillé ensemble dessus pour son leadership exceptionnel, ainsi que le conseiller principal pour les affaires africaines, Mossad Boulos, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique et s'y sent très à l'aise.
Je lui ai demandé s'il était mal à l'aise avec tout ce tumulte et tous ces meurtres. Et il m'a répondu « Non, je ne l'étais pas. C'est ce dont vous avez besoin. Quelqu'un qui peut gérer cela. » Mossad, je veux vous remercier beaucoup pour le travail incroyable que vous avez accompli. Je veux également remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo, pour avoir travaillé étroitement avec les États-Unis. Je sais que le Qatar a travaillé très dur, et nous venons de parler de l'Union africaine. J'ai hâte de les accueillir ici, pour la réunion officielle, qui aura lieu en juillet. J'ai hâte d'y être, et vous feriez mieux d'être là pour couvrir l'événement. D'accord? Nous ne tolérerons personne d'autre pour couvrir cela, sauf vous. C'est une percée énorme. En quelques mois, nous avons maintenant atteint la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, la RDC et le Rwanda, et quelques autres aussi. La Serbie, vous savez, ils étaient prêts à entrer en guerre avec un groupe que je ne mentionnerai même pas, car cela ne s'est pas produit. Nous avons pu l'arrêter. Mais j'ai un ami en Serbie, et ils ont dit qu'ils allaient entrer en guerre à nouveau. Je ne le mentionnerai pas, c'est le Kosovo, mais c'était le Kosovo. Ils allaient avoir une grosse guerre, et nous l'avons arrêté. Nous l'avons arrêté à cause du commerce. Ils veulent commercer avec les États-Unis. J'ai dit, nous ne commerçons pas avec les gens qui vont en guerre. Nous l'avons également dit à propos du Pakistan et de l'Inde. C'était formidable. Ils ont deux grands leaders, et ils ont pu arrêter. Ils étaient au milieu d'une grosse bagarre. Tout le monde l'a vu. Et ça allait devenir très grave. Ce sont des nations nucléaires très puissantes. Dans les mois et les années à venir, mon administration continuera à travailler étroitement avec toutes les parties à cet accord et à s'assurer que les accords sont pleinement respectés. Vous allez faire ce qui est dans l'accord. Nous dirons que vous feriez mieux de respecter l'accord, car si quelqu'un ne le fait pas, de mauvaises choses arriveront. Mais j'ai le sentiment qu'après 30 ans, je pense que vous êtes tous prêts. Je pense que vous avez tous dit que c'est assez, n'est-ce pas? C'est assez. Vous avez tout vu. C'est une journée merveilleuse, une grande journée. Nous avons eu un succès énorme. Ça a été une semaine formidable entre un voyage très réussi à l'OTAN. L'OTAN s'est vraiment unie. Ils vont dépenser plus d'1 trillion de dollars par an. Personne ne s'attendait à ce que cela arrive. Nous avons eu la guerre, comme vous le savez, que nous appelons la guerre de 12 jours. C'était exactement une guerre de 12 jours. Et nous avons fini sans armes nucléaires. C'est ce que nous voulions. Ces 3 sites ont été complètement détruits. Et il n'y a plus d'armes nucléaires. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de guérison. Et la guérison commence. Ça a été une semaine vraiment incroyable. Celle-ci, j'y tenais vraiment. Elle a été organisée il y a quelques semaines. Et c'est quelque chose que j'attendais vraiment. Si nous pouvons le faire, nous le faisons, car nous avons une certaine compétence, c'est bien. Nous pouvons amener les gens à être pacifiques. Je pense que nous pouvons faire la guerre mieux que quiconque, mais nous ne voulons pas. Nous avons la meilleure armée du monde. Ils l'ont montré en Iran. Ces pilotes, ils ont volé pendant 36 heures. Pensez-y. Et ils ont atteint leur cible de la taille de ce bureau. Là. Moitié de la taille de ce bureau, à environ 52 000 pieds, dans l'obscurité de la nuit, sans lune, 0 lune, ils le voulaient ainsi. Pouvez-vous le croire? Et chaque missile a touché exactement la moitié de la taille de ce magnifique bureau Resolute. Nous ne voulons pas en parler quand il s'agit de missiles qui frappent, mais la moitié de la taille de celui-ci, et ils ont touché en plein centre, depuis des hauteurs énormes à des vitesses énormes. C'est incroyable. Personne ne peut faire une chose pareille. Personne n'a cette arme, et personne ne peut faire une chose pareille. Nous avons eu une semaine très chargée et réussie. De plus, notre économie va bien, elle établit des records, et beaucoup d'autres bonnes choses se passent.
mais il s'agit du Congo et du Rwanda. Et j'aimerais demander, si je puis me permettre, voulez-vous dire quelques mots avant que nous présentions nos invités? Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Oui, sous votre direction, Monsieur le Président, et avec le plein soutien du secrétaire Rubio et de toute l'équipe du département d'État, nous avons engagé les deux parties début avril. Et en 3 semaines, elles ont signé la déclaration de principe. Et maintenant, environ 2 mois plus tard, nous avons signé aujourd'hui l'accord de paix final. Ce n'est pas un accord préalable, c'est l'accord de paix final qu'ils ont signé aujourd'hui. Vous avez également exprimé votre intérêt à inviter les chefs d'État à la Maison-Blanche pour une cérémonie de signature. Il y aura d'autres accords supplémentaires qui seront signés, en plus de celui-ci, qui deviendra connu sous le nom de l'accord de Washington concernant la région des Grands Lacs. C'est formidable. Il y a aussi un aspect économique extrêmement important pour les deux pays. La semaine dernière, nous avons finalisé le cadre d'intégration économique régionale que les deux pays signeront à la Maison-Blanche lors de cette cérémonie. Ce sera une grande cérémonie, absolument. Nous allons en faire une grande cérémonie et inviter d'autres personnes impliquées, en plus de l'homme dont nous avons parlé, qui a travaillé si dur. Si vous pensez qu'il y a d'autres personnes méritantes, faites-le nous savoir. D'accord? Bien sûr. Et il y aura des accords bilatéraux. Nous négocions un accord sur les minerais avec la RDC pour des minerais critiques. De nombreuses entreprises américaines ont manifesté leur intérêt pour investir en RDC, et ce sont des investissements à long terme. Idem pour le Rwanda, de nombreuses entreprises américaines s'y intéressent, non seulement dans l'extraction, mais aussi dans le traitement des minerais en aval et en milieu de chaîne. Nous soutenons également le corridor de Lubito, qui comprendra la construction d'infrastructures. Il y a 2 jours, les États-Unis ont signé et soutenu un projet de 1,5 milliard de dollars pour la transmission électrique de l'Angola à la RDC. Et il y a de nombreux autres projets de ce type en préparation. Sous votre direction, Monsieur le Président, nous travaillerons étroitement avec les deux pays, avec le soutien du Qatar, pour nous assurer que cet accord est mis en œuvre. Beaucoup de nos entreprises sont maintenant dans ces deux pays, surtout depuis que nous nous entendons si bien. C'est probablement ainsi que nous avons été réunis. Nous avons beaucoup de nos grandes entreprises là-bas, entre les terres rares et toutes les autres choses qu'elles font en Afrique, qui se développent énormément, surtout dans ces deux pays. On dit que vous avez des terres parmi les meilleures au monde. Nous faisons beaucoup de choses différentes, et tout cela va réunir tout le monde. C'est ainsi que tout a commencé, je suppose. Mais la grande chose pour moi, c'est vraiment une seule chose. C'est d'obtenir un traité de paix avec deux pays qui se battent depuis 30 ans. Et je veux vous remercier tous. Voulez-vous apporter les lettres? Bien sûr, monsieur. Devant vous, comme vous l'avez dit, monsieur, ce sont les accords signés respectivement par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda, plus tôt aujourd'hui, en présence du secrétaire Rubio. Nous avons également préparé pour vous 2 lettres. Celle-ci est adressée au président Paul Kagame du Rwanda, exprimant votre appréciation et vos félicitations pour tout ce qui s'est passé, et l'invitant bien sûr à Washington pour, comme l'a dit le docteur Bulos, ce que nous espérons être les accords de Washington, établissant les termes de la paix et de la prospérité dans cette région. Espérons-le pour très longtemps. C'est formidable, c'est magnifique, très important. Nous allons y mettre une photo, n'est-ce pas? Dès que ce sera fini, ils vont mettre une belle photo de nous ici, d'accord? Merci. Et voici une lettre au président Tshisekedi de la République démocratique du Congo, le félicitant pour avoir réglé cette guerre de longue date et l'invitant à Washington, D.C. pour la conclusion finale de l'accord, espérons-le bientôt. Prenez ce stylo. Prenez ce stylo. Merci beaucoup.
J'aimerais demander à JD de dire quelques mots, notre grand vice-président, et ensuite à Marco. Allez-y. D'accord. Tout d'abord, permettez-moi d'accueillir les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et du Congo. C'était formidable de vous avoir dans le bureau ovale. Ensuite, permettez-moi de féliciter le président, le secrétaire Rubio et toute l'équipe. Je pense que pour les peuples de ces deux pays, ils devraient savoir que les États-Unis sont engagés sur la voie de la paix. Mais pour mes compatriotes américains, c'est un moment de célébration, un grand moment pour notre pays. Car sous la direction du président, nous avons pris ce qui était 30 ans de meurtre et de guerre, la pire guerre en termes de nombre de morts depuis la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, nous sommes sur la voie de la paix. Donc, si je pense à ce que je sais de ces deux pays pendant 30 ans, presque tout le temps dont je me souviens où ces deux pays faisaient la une des journaux, il s'agissait de leur combat, de leur meurtre mutuel. Maintenant, nous pouvons envisager un avenir où mes enfants verront ce moment comme le début d'une nouvelle histoire, une histoire de prospérité et de paix. Merci au président, félicitations à toute l'équipe et à mes compatriotes américains. Nous devrions tous être très fiers, car c'est incroyable ce que le leadership présidentiel actif peut accomplir lorsqu'il est orienté vers la paix et la prospérité. C'est ce que nous avons dans le bureau ovale en ce moment. Excellent travail, monsieur. Merci beaucoup. Et Marco, ensuite, nous demanderons aux deux principaux de parler. Oui, monsieur le président. Tout d'abord, merci. Lorsque je suis arrivé à ce poste, il y a quelques mois, vous avez clairement indiqué que la priorité de cette administration, sous votre direction, serait la recherche de la paix. Dès le premier jour, que ce soit en Ukraine et en Russie, au Pakistan et en Inde, en Iran et en Israël et sur le continent africain, votre priorité a été la paix. Aujourd'hui, nous voyons cela se concrétiser. Les guerres attirent beaucoup plus d'attention que la paix, mais la paix est beaucoup plus difficile que la guerre, beaucoup plus difficile. Je tiens à féliciter les deux leaders ici et leurs présidents respectifs pour avoir choisi la voie la plus difficile, qui est souvent celle de la paix, plutôt que la voie la plus facile, qui est parfois celle de la guerre, aussi coûteuse et sanglante soit-elle. J'appuie les propos du vice-président, à savoir que les Américains devraient être très fiers que la première voie pour la paix dans le monde aujourd'hui soit celle de notre président, votre président. Merci, président Trump, et je tiens à nouveau à reconnaître le docteur Boulos et le travail qu'il a accompli dès le premier jour. Il y a vraiment mis beaucoup de temps et d'efforts, comme nos amis des pays respectifs peuvent en témoigner. Enfin, je tiens à remercier, comme vous l'avez déjà fait, l'Union africaine, le Togo et le Qatar, qui ont été des partenaires extraordinaires et dont nous aurons besoin de l'aide continue pour concrétiser tout cela. Félicitations à vous deux. Merci, Monsieur le Président. Merci, excellent travail. Voulez-vous commencer? Peu importe. Voulez-vous commencer en premier? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir ici. Je pense pouvoir résumer ma contribution en 3 points principaux. Tout d'abord, merci et félicitations pour cette étape remarquable qui met fin à 30 ans de conflits et de souffrances et qui redéfinit les perspectives de millions de Congolais et de citoyens de la région des Grands Lacs. Deuxièmement, restez engagés, restez à bord. Nous avons besoin des États-Unis pour s'assurer que cet accord tienne et que vous nous teniez responsables. Troisièmement, si vous restez à bord, je pense qu'il y a tant de perspectives pour transformer nos partenariats et ouvrir une ère de prospérité, de croissance et de relations bilatérales partagées qui vont bien au-delà des défis que nous avons partagés ensemble et qui peuvent enfin se concentrer sur le potentiel et la richesse que nous pouvons partager. Encore une fois, nos sincères remerciements de ma part, mais surtout,
de la part du peuple de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Magnifiquement dit, et j'ai hâte de rencontrer votre leader, une personne très respectée, comme vous le savez, très respectée dans le monde entier, mais en Afrique en particulier. Donc, en juillet, nous organiserons une grande cérémonie. Nous avons hâte d'y être. Merci beaucoup. S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est en effet un jour historique, car il s'agit de la signature d'un accord de paix entre le Congo et le Rwanda pour mettre fin à un conflit qui dure depuis 30 ans. Il y a eu de nombreuses médiations et facilitations par le passé, mais aucune n'a réussi. Nous croyons que c'est grâce à votre leadership et à votre engagement indéfectible dans ce processus, avec également une nouvelle approche d'intégration économique régionale, qui est importante pour permettre au Rwanda et à la RDC de travailler ensemble, car c'est une région très riche, avec du commerce transfrontalier, des minerais, des richesses naturelles. Avec les États-Unis à nos côtés, nous croyons que nous atteindrons une paix durable. Comme l'a dit mon collègue de la RDC, il est important que les États-Unis restent engagés, car aujourd'hui nous avons signé, mais maintenant nous devons mettre en œuvre ce que nous avons signé pour ouvrir cette nouvelle ère de prospérité dont vous parliez, afin que nous puissions récolter les dividendes économiques de la paix. Pour que ce cadre d'intégration économique soit mis en œuvre, il est important que les États-Unis accompagnent les parties pour mettre en œuvre ce que nous avons signé, car par le passé, de nombreux accords signés n'ont pas été mis en œuvre. Nous croyons qu'avec votre leadership et l'implication de l'administration américaine, nous atteindrons cet objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cela se réalisera certainement. Voulez-vous me les passer? Je voulais juste vous donner à chacun, ce sont vos accords signés, et nous veillerons à ce que vous les respectiez. Nous veillerons à ce que vous les respectiez. D'accord? C'est pour vous. Et nous avons une autre chose que nous donnons uniquement aux personnes spéciales. C'est une pièce. Merci. Et j'espère que vous le ferez. Je vais vous en donner une deuxième pour votre leader. Oh, merci beaucoup. C'est une pièce sérieuse. Vous ne voulez pas la perdre. Je pense que votre journaliste d'Afrique devrait en avoir une. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les journalistes sont d'accord? Oui, chérie, c'est... D'accord, vous avez fait un travail fantastique. Merci. Et j'ai entendu dire que vous faites un excellent travail en couvrant tout. Merci. Monsieur le Président, nous avons déjà les photos que vous avez prises plus tôt avec les 4 ministres ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Laissez-moi voir ça. Elles sont dans ce dossier ici. D'accord, celle-ci. Oui, monsieur. Oh, ils ont l'air mieux que moi. Je n'aime pas ça. C'est magnifique. C'est très bien. Nous avons un bon photographe. Magnifique. C'est génial. Vous feriez mieux de faire le travail ici. Nous viendrons. C'est magnifique. Merci beaucoup. Donc, nous les mettrons dedans. C'est pour vous. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Oui. D'accord. Nous en avons 2, je pense. Donc, vous ne nous en donneriez pas un? Vous auriez fait une grosse erreur. C'est pour vous. C'est pour vous. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous êtes prêts? Et ceci est pour vous. Vous allez le garder. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Avez-vous des questions? Ce n'est pas à ce sujet. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que c'est à propos d'un sujet différent. Mais vous mettez fin à tout. C'est en fait un sujet beaucoup plus important en ce moment. Nous venons de mettre fin à une guerre qui durait depuis 30 ans, où 6 millions de personnes sont mortes. Alors, ne me posez pas une question sur le commerce avec le Canada. Monsieur le Président, Cara de Lindell TV. Maintenant que votre administration, et félicitations, a sécurisé la paix en Afrique pour une guerre sanglante et horrible qui dure depuis des décennies et qu'aucun autre président n'a pu le faire. Pensez-vous que les médias grand public vous rendront enfin justice là où elle est due? Je l'aime, je vous le dis.
Mais vous avez raison. Aucun autre président n'a pu le faire. Ils ont essayé. Eh bien, ils n'ont même pas essayé. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils aient essayé. Pensez-vous que Biden a essayé? Il ne savait pas qu'il était en vie. Pensez-vous que les médias grand public me rendront enfin justice là où elle est due? Non, non. Les médias ne me rendront jamais justice. Mais le peuple me rend justice. C'est pourquoi je suis ici. Le peuple ne m'a pas donné. C'est pourquoi nous sommes ici avec une victoire écrasante. Nous avons remporté les 7 États. Nous avons remporté le vote populaire. Donc, les médias ne me rendront pas justice. Mais le peuple me rend justice. C'est plus important pour moi. Vous allez être reconnu comme un artisan de la paix. Vous serez également reconnu comme un président qui a eu 0 franchissement de frontières en mai. Vous avez sécurisé la frontière plus que quiconque ne l'a jamais fait. Mais je ne sais pas si vous savez ceci. Vous êtes sur la bonne voie pour avoir le taux de meurtre le plus bas de l'histoire de ce pays. Et je pense que cela est en grande partie dû au fait que nous avons fermé la frontière. Voulez-vous commenter cela? Vous pourriez être le président avec le taux de meurtre le plus bas de l'histoire des États-Unis. J'ai vu cela l'autre jour, et c'est un honneur. Je veux dire, c'est vraiment encore mieux. Car vous savez, nous avons accueilli beaucoup d'immigrants illégaux dans le pays sous l'administration Biden, des meurtriers, 11 888 pour être exact, et beaucoup d'entre eux sont maintenant partis. Nous nous en sommes débarrassés. Ils sont retournés là où ils doivent être. Donc, c'est un grand honneur. Vous savez, si vous enlevez cela, les chiffres seraient encore meilleurs. Vous avez publié sur Truth Social, plutôt à propos de l'argent pour les contrôleurs aériens et le grand et magnifique projet de loi que nous espérons, s'il vous plaît, Dieu, sera signé. Qu'est-ce que cela signifie pour cette industrie qui a souffert ces dernières années, probablement une décennie de sous-financement, et comment cela change la sécurité du voyage aérien? Eh bien, ils ont sous-financé les aéroports pendant des années. Et j'ai commencé le processus pour le compléter en termes d'équipements nécessaires pour faire atterrir les avions. Ou l'accident d'hélicoptère avec l'avion n'aurait jamais eu lieu s'ils avaient eu le bon équipement moderne. Il y aurait eu des cloches et des sifflets partout. Et j'avais tout préparé, mais quand je n'étais pas là, ils l'ont complètement abandonné. Vous aviez un terrible chef des transports, nous avons un très bon maintenant, Sean Duffy, mais vous aviez Buttigieg, et il ne savait rien. Il allait au travail à vélo, il ne savait pas ce qui se passait, il était terrible. Donc, il a complètement abandonné ce projet qui aurait dû se réaliser. J'étais prêt, mais nous avons eu une expérience très triste avec le vote, et donc nous n'avons pas pu le faire. Mais maintenant, je le fais, et nous allons avoir un excellent système. Et il est partiellement financé par le projet de loi. Le financement initial est par le projet de loi. Et ensuite, le reste sera financé un peu plus tard, au fur et à mesure que nous le construirons. Mais nous allons construire le meilleur au monde. Nous avons les meilleures entreprises au monde. Quelques pays ont de très bons systèmes. En fait, j'ai remarqué en atterrissant, mon pilote utilisait souvent le système d'un autre pays et j'ai dit « Pourquoi fais-tu cela ?» Il a dit « Le système des États-Unis est si mauvais. Donc, nous avons les meilleures entreprises au monde qui soumissionnent. Vous avez Raytheon, vous avez IBM, vous avez beaucoup d'entreprises différentes qui soumissionnent. Et nous obtiendrons le meilleur système au meilleur prix. Et ils vont s'y mettre et nous donner un système qui sera meilleur que tout autre système au monde. Et vous n'aurez pas d'avion qui se percute à 35 000 pieds. J'ai une autre question sur le sujet des accords de paix. À quel point êtes-vous et votre administration proche d'un accord concernant un cessez-le-feu à Gaza en ce moment? On me le demande souvent et je pense que c'est proche. Je viens de parler avec certaines des personnes impliquées. C'est une situation terrible à Gaza.
Il me pose des questions à ce sujet. Et nous pensons que d'ici la semaine prochaine, nous obtiendrons un cessez-le-feu. Et nous fournissons, comme vous le savez, beaucoup d'argent et de nourriture à cette région, parce que nous devons le faire. En théorie, nous ne sommes pas impliqués, mais nous le sommes, car des gens meurent. Je regarde ces foules de gens qui n'ont ni nourriture, ni rien. Et vous savez, nous sommes ceux qui y apportons de l'aide. Une partie est prise par de mauvaises personnes. Vous savez, si vous donnez et que vous distribuez, ils sont censés s'occuper des gens. Et ils finissent par voler la nourriture et la vendre. Mais nous avons un assez bon système maintenant. Vous voyez les files de gens qui reçoivent essentiellement un seul repas. Mais c'est dommage que d'autres pays n'aident pas. Nous le faisons parce que je pense que nous devons le faire sur une base humanitaire. Comme ceci, nous n'avions pas à nous impliquer en Afrique, mais nous l'avons fait parce que nous pensions que c'était... J'ai lu, comme J.D. l'a dit, vous savez, pendant une grande partie de sa vie, il n'a vu que cette guerre brutale, et elle a en fait reçu beaucoup de publicité à cause de son niveau de brutalité. C'était quelque chose que personne n'a jamais vu. Être impliqué dans cela, je veux dire, je considère cela comme la plus importante de mes conférences aujourd'hui. Nous venons d'avoir une grande victoire à la Cour suprême aujourd'hui, et tout le monde dirait que c'était important. Mais vous savez, nous parlons ici de sauver des milliers, probablement des millions de vies. C'est plus important que tout. Donc, c'est formidable, mais nous travaillons sur Gaza, essayant de régler ça. Et encore une fois, vous savez, beaucoup de nourriture a été envoyée là-bas, et d'autres pays à travers le monde devraient aussi aider. Et sur un autre conflit sur lequel je sais que vous travaillez, monsieur, est-il vrai que vous avez contacté Kim Jong-un de la Corée du Nord par lettre? Eh bien, s'il y a un conflit, je m'entends très bien avec lui, et nous résoudrons le conflit avec la Corée du Nord. J'ai une bonne relation avec Kim Jong-un, et je m'entends vraiment très bien avec lui. Donc, nous verrons ce qui se passe, mais quelqu'un dit qu'il y a un conflit potentiel. Je pense que nous le réglerons. S'il y en a un, cela ne nous impliquera pas. Mais encore une fois, nous sommes très loin de beaucoup de ces endroits où nous résolvons des problèmes. Mais j'aime le faire. J'aime le faire, et c'est la bonne chose à faire. Nous avons la capacité de le faire. Nous résolvons des choses qui n'étaient pas vraiment de notre ressort. La Serbie et le Kosovo, je vous l'ai dit, nous avons résolu un désastre potentiel. Je peux vous dire que certains pays dont vous n'entendrez pas parler, mais certains pays qui étaient prêts à entrer en guerre avec leurs voisins ne le feront pas. Et c'est une grande chose. Nous en avons plusieurs, mais je suis très heureux à propos de l'Inde et du Pakistan, car ils ont des armes nucléaires. Quand vous parlez de l'Iran, ils essayaient d'en obtenir, mais l'Inde a des armes nucléaires. Le Pakistan a des armes nucléaires de haut niveau, et résoudre cela était vraiment formidable. Nous l'avons fait par le commerce. C'était une grande chose. Monsieur, en ce qui concerne les armes nucléaires, êtes-vous préoccupé par le fait que les Iraniens puissent avoir de l'uranium enrichi à Pickaxe Mountain? La dernière chose à laquelle ils pensent en ce moment, c'est l'uranium enrichi. Ils n'y pensent pas. Ce qu'ils veulent, c'est reprendre une vie normale. Et ils veulent me rencontrer. Et nous le ferons rapidement. Nous allons le faire rapidement. Ils ne veulent pas rencontrer les États-Unis. Vous disent-ils quelque chose de différent en privé? Ils peuvent vous dire cela. Ne pensez-vous pas qu'ils veulent me rencontrer? Ne pensez-vous pas que nous avons des sanctions sur eux, qu'ils ne peuvent y rien faire? Ne pensez-vous pas qu'ils veulent me rencontrer? Je veux dire, ils ne sont pas stupides. Mais ils ont beaucoup souffert, et Israël aussi a beaucoup souffert. C'était 12 jours très désagréables, et nous verrons ce qui se passe. Envisagez-vous d'envoyer des missiles patriotes en Ukraine? Avez-vous pris une décision à ce sujet, Monsieur le Président?
il reste quelques questions sans réponse concernant cet accord. Par exemple, dans le cadre de cet accord, sur ce conflit, les troupes rwandaises se retireront-elles de certaines parties de la République démocratique du Congo et aussi le groupe rebelle M23 sera-t-il autorisé à rester dans certaines parties de l'Est de la RDC? Avez-vous des réponses à ces questions? Permettez-moi de vous poser cette question. Voulez-vous répondre à celle-ci? Cela semble être une question intéressante pour vous. Allez-y. Merci beaucoup. Dans l'accord que nous avons signé, nous avons adopté le concept d'opération pour la neutralisation des FDLR, qui est un mouvement génocidaire vicieux, et la levée des mesures défensives. Cela a été signé l'année dernière en novembre. Donc, nous mettrons en œuvre ce concept d'opération pour accomplir ces deux choses. Neutraliser ce mouvement qui déstabilise le Rwanda depuis de nombreuses années et lever nos mesures défensives. En ce qui concerne le M23, dans l'accord, nous avons également décidé de nous appuyer sur les pourparlers de DHA, car il y a actuellement des discussions entre l'AFCM 23 et le gouvernement de la RDC pour conclure un accord de paix qui complétera également l'accord de paix de Washington. Donc, les deux aspects sont pris en charge. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis vont-ils faire respecter cet accord ou travailler avec eux pour qu'il soit appliqué? Ils peuvent faire respecter leur propre accord, mais nous exercerons une forte pression pour nous assurer qu'il soit respecté. Les deux personnes dans cette salle sont très compétentes et elles y arriveront. Je pense qu'elles y arriveront. Elles aiment leur pays. C'est une chose que j'ai apprise très vite et elles veulent que cela se fasse. Elles savent que cela doit se faire, sinon de mauvaises choses arriveront. Mais je pense que nous sommes bien au-delà de cela. D'autres présidents auraient dû faire ce que je fais maintenant. Ils ne l'ont jamais fait. Je ne pense pas qu'ils aient jamais essayé. Je ne pense pas qu'ils n'auraient pas pu le faire. Je ne pense pas qu'ils aient essayé. Et s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas réussi. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire ce qui pourrait se passer si l'une des parties viole cet accord de paix, car nous ne voulons pas que la guerre revienne en RDC? Je préférerais ne pas le dire. Je dirais simplement qu'il y a de lourdes sanctions en cas de violation, et je ne pense pas qu'ils le feront. Je pense qu'ils sont sincères, mais nous avons des sanctions très sévères, financières et autres. D'accord. Monsieur le Président, revenons à votre publication sur Truth Social concernant le Canada. Pourquoi avez-vous décidé de mettre fin aux négociations commerciales avec le Canada et quel taux envisagez-vous de fixer? Le Canada a imposé une taxe sur certaines de nos entreprises et le Canada a été un pays très difficile à gérer au fil des ans. Vous savez, nous entendons parler du Canada, nous avons une excellente relation avec le peuple canadien, mais cela a été très difficile. Ils ont imposé une taxe et ils ont été un peu trop rapides. Nous l'avons découvert. Nous avons toutes les cartes en main. Toutes les cartes. Nous ne voulons rien faire de mal, mais ils ont, économiquement, nous avons un tel pouvoir sur le Canada. Je préférerais ne pas l'utiliser, mais ils ont fait quelque chose avec nos entreprises technologiques aujourd'hui, en essayant de copier l'Europe. Vous savez, ils ont copié l'Europe, ça ne va pas bien fonctionner pour l'Europe non plus, et ça ne va pas bien fonctionner pour le Canada. Ils ont été insensés de le faire. Donc j'ai dit, nous allons arrêter toutes les négociations avec le Canada maintenant, jusqu'à ce qu'ils se ressaisissent. Y a-t-il quelque chose que le Canada peut faire pour vous faire changer d'avis sur cette situation? Non. Ils ont imposé une taxe sur des entreprises américaines qu'ils n'auraient pas dû. Une taxe très très sévère. Oui, je suppose qu'ils pourraient la retirer, ils le feront, mais ça ne m'importe pas vraiment. Je veux dire, cela ne m'importe pas. Nous avons toutes les cartes, toutes les cartes. Vous savez, nous faisons beaucoup d'affaires avec le Canada, mais relativement peu.
Ils font la plupart de leurs affaires avec nous, et quand vous avez cette situation, vous traitez les gens mieux. Ils ont des agriculteurs qui obtiennent des tarifs de 300, 400, 200%. Personne n'a jamais vu quelque chose comme ça. Nous avons des cas, vous ne lisez pas cela, et les gens ne le rapportent pas, mais ils nous facturent 400% sur certains produits laitiers. Char so pratichette. Personne n'écrit cela. Ce n'est pas juste pour nos agriculteurs, et nous devons protéger nos agriculteurs. Monsieur, vous avez mentionné quel serait l'impact d'une réduction des taux sur les intérêts de la dette. Plus tôt aujourd'hui, le directeur PY était sur CNBC, disant qu'il avait suggéré que Powell devrait démissionner. Avez-vous des commentaires sur si Powell devrait ou non se retirer? Je sais que vous avez été assez... Je n'ai pas de commentaires. J'aimerais qu'il démissionne s'il le voulait. Il a fait un travail médiocre. Écoutez, si vous étiez là, vous diriez, « Eh bien, vous savez, les États-Unis vont bien, ils n'ont pas d'inflation. Et s'ils ont de l'inflation, dans 1 an ou 2, nous commencerons à augmenter les taux, nous nous débarrasserons de l'inflation, vous savez, et ferons d'autres choses. » Biden a eu la pire inflation de l'histoire de notre pays, 19%, mais je pense que c'était beaucoup plus élevé que cela, franchement. Ils disent 19%. Je pense que c'est beaucoup plus élevé que cela. Et nous avons presque aucune inflation maintenant. Nous avons fait un excellent travail en peu de temps. Les prix de l'énergie sont en baisse, l'essence est maintenant proche de 2 $ dans beaucoup d'endroits. Dans quelques endroits, je vois qu'elle est même descendue à 1,98 $ le gallon. Nous avons fait un excellent travail sur l'inflation et honnêtement, à peu près tout le reste. Je pense que c'est très triste la façon dont les gens agissent. Vous avez un type là-dedans qui, d'un simple coup de stylo, pourrait réduire les taux d'intérêt et nous faire économiser des centaines de milliards de dollars par an. Mais c'est une personne stupide, vous savez. C'est très intéressant. Je ne suis pas sûr, s'il ne comprend pas, car il devrait pouvoir comprendre, c'est une sorte d'économie de base. Mais je ne suis pas sûr. Pensez-y, d'un simple coup de stylo, il parle de coûts. Nous pouvons économiser 600 milliards de dollars. Peut-être même, ce sont de beaux chiffres pour vous, non? 900 milliards, 950 milliards de dollars en réduisant les taux d'intérêt. Et c'est vraiment juste un mouvement de papier. Ce n'est pas comme si vous coupiez quoi que ce soit. Vous ne coupez pas d'emploi. C'est juste les taux d'intérêt. Et nous sommes numéro 40 ou 44, numéro 45, dans certains endroits que vous ne croiriez pas, je ne veux pas être désobligeant, mais ils paient un taux d'intérêt plus bas que les États-Unis d'Amérique. Et sans nous, tout explose. Vous savez, nous contrôlons le monde en ce sens, mais nous avons un type qui est juste un mulet têtu et une personne stupide qui fait une grosse erreur. Il fait une erreur, et cela dure des années, car quand vous contractez la dette maintenant, j'ai donné des instructions à mes gens de ne pas contracter de dette au-delà de 9 mois environ, sortez ce type, et quiconque sera là réduira les taux. Si je pense que quelqu'un va maintenir les taux là où ils sont, ou quoi que ce soit, je ne vais pas le mettre. Je vais mettre quelqu'un qui veut réduire les taux. Il y en a beaucoup, et j'ai dit ce matin, beaucoup d'émissions économiques aujourd'hui disaient, vous savez, Trump a raison, il devrait réduire.